Avez-vous déjà vu quelqu'un faire un pas? Gênant, tremblant, peut-être même un peu déplacé, mais d'une certaine manière, ce seul pas a fait s'arrêter toute la pièce. L'histoire d'aujourd'hui commence avec un garçon dont les pieds ne bougent pas comme ceux des autres, et une serveuse qui a décidé de suivre son exemple, même lorsque la musique ne l'a pas fait. Ce qui s'est passé ensuite a changé bien plus qu'une simple piste de danse. Si vous pensez que le leadership ne se résume pas à des pieds forts, mais à quelqu'un qui croit suffisamment en vous pour vous suivre, alors appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à Justice Reloaded HD. Restez avec nous jusqu'à la fin car la danse d'aujourd'hui n'a pas besoin d'un rythme parfait. Il suffit d'avoir le bon cœur. C'était un vendredi soir, et le bourdonnement chaleureux d'un trio de jazz live flottait dans l'air de la salle Bellamy, un restaurant haut de gamme, calme, niché dans un coin de la ville qui semblait bourdonner un peu plus lentement que le monde extérieur. Le week-end, la musique douce transformait l'espace de restauration en une sorte de rêverie partagée où les convives se levaient parfois de leur table pour se balancer doucement dans les bras les uns des autres. Ce n'était pas vraiment une piste de danse, pas vraiment une scène, juste une étendue de bois dur poli entre les tables, destinée aux petits mouvements et au courage encore plus petit. À la table 5, un garçon était assis en silence, observant le balancement de ceux qui étaient assez courageux pour sortir. Il s'appelait Jaime Voss. Il avait 8 ans, les épaules légèrement voûtées, les pieds immobiles et incertains sous la nappe. Ses jambes ne l'écoutaient pas toujours. Diagnostiqué avec la dystonie alors qu'il était tout petit, les muscles de Jaime se tordaient sans avertissement, son équilibre était peu fiable, ses pas lents et souvent ponctués de petits effondrements. Un jour, lors d'une sortie en famille dans un musée pour enfants, il trébucha au milieu d'une pièce bondée et tomba violemment. Des rires avaient suivi. Pas vraiment cruels, juste réflexifs, vifs, irréfléchis. Mais cela s'était profondément ancré en lui. Depuis lors, Jaime ne s'était pas présenté en public sans d'abord jeter un coup d'œil aux yeux autour de lui. De l'autre côté de la table était assis son père, Arlon Voss, magnate de l'immobilier, veuf, et homme qui maîtrisait l'art de la présence sans émotion. Arlon aimait son fils, même si peu de gens l'auraient deviné à la façon dont il veillait sur lui, comme si l'amour signifiait protéger, faire taire, maintenir tout immobile. Il ne sortait pas souvent. Arlon avait accepté ce restaurant uniquement parce que le maître d'hôtel était discret et que les cabines étaient nichées dans les coins. Jaime remarqua à peine la nourriture. Ce qui retenait son regard n'était pas sur l'assiette, mais juste au-delà. Une serveuse, ses cheveux bruns tirés en arrière en un chignon souple, se déplaçait gracieusement entre les tables avec un plateau en argent à la main et un sourire discret de circonstance. Elle marchait comme une musique, équilibrée et discrète. Sur son badge était écrit « Clara ». Clara Shaw avait autrefois dansé sous les projecteurs de la scène, son nom imprimé en lettres grasses sur les programmes d'une compagnie de danse moderne du centre-ville. C'était avant l'accident. Une déchirure ligamentaire lors d'une répétition avait mis fin à sa carrière sur scène. Depuis lors, elle avait appris à vivre au rythme, à servir des tables, à garder son corps immobile, même si quelque chose en elle pulsait encore à un rythme que personne d'autre ne pouvait entendre. Alors qu'elle s'approchait de la table 5 avec une recharge de limonade, les yeux de Jaime se posèrent sur ses chaussures, douces et usées, avec une sorte de souplesse dans le cuir que seuls les danseurs remarquent. Il ne leva pas les yeux lorsqu'il demanda, sa voix à peine plus forte qu'un souffle, « Est-ce que tu danses encore ?» Clara cligna des yeux. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas posé cette question. Elle s'accroupit à côté de la table pour pouvoir répondre à son niveau sans dominer la question.
Seulement quand quelqu'un ose diriger, murmura-t-elle, un sourire tirant doucement le coin de ses lèvres. Les petites mains de Jaime agrippèrent le bord du siège, ses jointures pâles. Il ne réfléchit pas. Il se déplaçait lentement avec incertitude, avec un tremblement qui commençait dans ses genoux et remontait le long de sa colonne vertébrale. Jaime se leva. Ce n'était pas gracieux. Son corps vacillait comme une branche dans le vent matinal, mais il ne tomba pas. Il se tourna vers Clara et leva un bras. Ses doigts lui tendirent une invitation. Pas un ordre, pas une demande, juste un garçon qui lui proposait une piste qu'il n'était pas sûr de pouvoir suivre. Clara regarda la petite main devant elle. Autour d'eux, la musique s'amplifiait légèrement. Une valse douce, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle jeta un coup d'œil aux autres tables, au couple, les yeux à moitié tournés vers la curiosité. Puis elle posa son plateau, s'essuya les mains sur l'ourlet de son tablier et plaça sa paume dans la sienne. Il fit un pas. Clara n'hésita pas, du moins pas extérieurement. Sa main glissa doucement dans celle de Jaime, et pendant un instant, on eut l'impression que toute la pièce avait expiré. Le tintement de l'argenterie s'atténua. Le murmure de la conversation s'adoucit jusqu'au silence. Personne n'annonça de danse. Aucun projecteur ne pivotait, mais les yeux commençaient quand même à se tourner. Jaime se tenait raide, le dos droit, non pas à cause de sa posture, mais par pure détermination. Sa prise était légère, presque incertaine, et ses pieds tremblaient d'hésitation. Clara attendait. Elle ne le guida pas, ne lui donna ni signal ni indice. Elle se tenait simplement à ses côtés, laissant son pouls battre un pas plus vite. Cela venait du pied gauche de Jaime, l'orteil traînant légèrement alors qu'il avançait. Ce n'était pas gracieux, ce n'était même pas stable. Ses genoux se pliaient à des angles étranges. Son torse se surcorrigeait par petites secousses, comme si chaque partie de lui renégociait ce que signifiait bouger. Mais malgré tout, il mena. Clara marche avec lui. Elle se laissa emporter par son rythme, aussi irrégulier soit-il. Elle n'ajusta pas son rythme, ne masqua pas son décalage. Son corps, autrefois entraîné à suivre la musique avec une précision parfaite, suivait désormais un garçon aux pieds incertains. Et dans cette soumission silencieuse, quelque chose dans la pièce changea. Un couple près du centre interrompit sa danse. L'homme abaissa sa main de la taille de sa partenaire, regardant curieusement par-dessus son épaule. Un autre invité, soulevant un verre de vin, ralentit sa gorgée. Le pianiste, les doigts toujours à la dérive sur les touches, laissa le tempo s'estomper jusqu'à ce que la mélodie devienne ambiante, comme un souvenir plutôt que de la musique. Jaime fit un autre pas, puis trébucha. Son pied racla maladroitement le côté et, pendant une seconde, il se figea, ses épaules se soulevant vers ses oreilles, embarrassé. Un rire discret éclata quelque part sur la gauche, doux, retenu, mais indubitable. Clara ne broncha pas. Au lieu de cela, elle adressa à Jaime un léger sourire. Rien de large, rien de compatissant, juste assez pour dire « Je suis toujours là ». Elle déplaça son poids avec le sien, absorbant le décalage sans le corriger. Ses mouvements étaient subtils mais intentionnels, laissant Jaime croire à juste titre qu'il avait le contrôle, qu'il était celui qui les guidait à travers les étranges pas incertains. De plus en plus de gens l'avaient remarqué maintenant. Un serveur s'arrêta au milieu du service. Un couple plus âgé près du bar tourna la tête. Le rire ne s'amplifia pas, mais il persista, maladroit et incertain, flottant juste au bord de la scène. Pourtant, Clara ne se retourna pas. Elle avait placé toute la pièce derrière elle, à la fois littéralement et émotionnellement, choisissant plutôt de refléter le courage défaillant de Jaime. Pour lui, chaque pas était monumental, et pour elle, chacun était sacré. Quelques enfants regardaient, les yeux écarquillés, depuis une autre table. L'une d'elles murmura quelque chose à sa mère, ne désignant pas l'étrangeté de la démarche du garçon.
mais la façon dont la femme tenait sa main comme si c'était quelque chose de fragile et de précieux. Jaime, toujours tendu, réussit à faire 3 pas avant de lever les yeux vers Clara pour la première fois depuis qu'il avait commencé. « Est-ce que ça va » demanda-t-il doucement, le souffle coupé. Clara hocha la tête. « Juste une fois, c'est parfait. » Elle ne mentit pas pour le protéger. Elle le dit parce que c'était vrai. Il y avait quelque chose de brut, presque sacré, dans sa façon de bouger. Non pas malgré la difficulté, mais à cause d'elle. Chaque embardé, chaque pivot déséquilibré était une déclaration. « Je suis toujours là. J'essaye toujours. Je suis toujours en mouvement. » Et pour Clara, c'était la danse dans sa forme la plus honnête. Ils firent 5 pas, peut-être 6, cela n'avait pas d'importance. Ils n'étaient pas mesurés en distance ou en forme. Les marches existaient pour elles-mêmes, chacune étant une petite révolution. Derrière eux, les rires s'étaient estompés. Le pianiste jouait maintenant plus doucement, presque avec hésitation, comme s'il ne savait pas si la musique devait accompagner ou observer. Les invités se sont affalés dans leurs sièges, sans rejeter le moment, mais en l'absorbant, ne sachant pas comment se comporter en sa présence. Clara et Jaime continuaient d'avancer. Arlon Voss retourna dans la salle à manger avec son téléphone toujours à la main, l'écran étant devenu noir. Il n'était parti que quelques minutes, juste assez pour répondre à un appel d'un associé junior au sujet d'un retard de zonage sur une propriété du centre-ville. Il ne s'attendait pas à ce que quelque chose change pendant son absence. Il ne s'attendait certainement pas à la scène qui le figeait maintenant à l'entrée. Son fils était debout, pas seulement debout, il bougeait. Jaime, son garçon de 8 ans, dont les pieds l'avaient trahi plus d'une fois, était là, devant les gens, sur le sol du restaurant. Et à côté de lui, incroyablement calme et posée, se tenait la serveuse. Sa main reposait légèrement sur celle de Jaime. Ses yeux étaient fixés uniquement sur lui. Elle ne le corrigeait pas, elle ne le guidait pas, elle le laissait diriger. Le souffle d'Arlon se coupa. Son instinct fut immédiat, protecteur, intervenir, entrer, ramener Jaime vers la cabine, le protéger de ce qui allait suivre, rire, chute, échec. Son pied s'avança en tremblant. Mais il ne bougea pas. Ses jambes le trahissaient maintenant, non pas par faiblesse, mais par quelque chose de plus lourd, l'incertitude. Pour la première fois depuis des années, Arlon Voss, homme de plan, de projection et de décision précise, ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Jaime fit un pas, lent et hésitant. Le restaurant était devenu étrangement silencieux, comme si chaque client avait tourné l'oreille vers le bruit de cette seule chaussure effleurant le sol. Les mains du pianiste s'étaient arrêtées au milieu de la mesure, figées sur les touches. La salle ne regardait pas par moquerie, réalisa Arlon. Elle retenait son souffle, et lui aussi. Il regarda Clara. Elle ne lui jeta pas un regard, elle ne chercha pas son approbation. Elle resta avec Jaime, suivant son rythme hésitant, reflétant le tremblement subtil de ses membres. Son expression était calme, concentrée, comme quelqu'un qui écoutait une chanson douce qu'elle seule pouvait entendre. Jaime hésita, son pied droit flottant, incertain. Il leva les yeux vers Clara, ses yeux clignotants, à la recherche de quelque chose. C'est à ce moment-là qu'elle murmura « Continue », dit-elle, « je suis toujours là ». Les mots n'étaient pas forts. Ils n'étaient même pas destinés à Arlon. Mais il les entendit quand même, et quelque chose en eux ouvrit en lui un espace qui s'était depuis longtemps durci. Le pied de Jaime atterrit. Il ne trembla pas, il ne sursauta pas. Pour la première fois dont Arlon se souvenait, Jaime bougea son pied droit sans hésitation. C'était un petit pas, presque invisible, pour quiconque ne le cherchait pas. Mais Arlon, lui, le cherchait, et cela arrêta son cœur. Il sentit le fond de sa gorge se serrer. L'envie de protéger, d'interférer,
se transforma en autre chose, quelque chose de plus compliqué, fierté, peur, culpabilité. Il ne savait pas. Il savait seulement que, pour la première fois, son fils ne le suivait pas. Il était en tête, et Arlon était celui qui restait immobile. Personne n'applaudit. Personne ne haleta. Il n'y eut aucun signe avant-coureur. La salle resta plongée dans un silence respectueux, pris dans le silence entre les notes. Dans ce silence, Arlon posa enfin son téléphone à ses côtés. La faible lueur de l'écran n'avait plus d'importance. Clara ne le regardait pas et Jaime ne savait pas qu'il le regardait. Mais Arlon observait chaque mouvement, chaque balancement, chaque ajustement. À chaque fois, Clara se laissait légèrement décentrer, juste pour suivre le rythme irrégulier de Jaime. Ce n'était pas une chorégraphie, ce n'était pas une performance, c'était de la confiance. Et à ce moment-là, quelque chose s'enclencha au plus profond de la poitrine du père, comme une clé tournant lentement dans une serrure dont il ne savait pas qu'elle était là. Il resta au bord de la pièce, les mains relâchées à ses côtés, incapable d'avancer, refusant de s'éloigner. Le trajet de retour à la maison se déroula dans le calme. Le genre de silence qui ne naît pas de la gêne, mais de quelque chose qui se déroule encore, comme les moments qui suivent une sonnerie lorsque l'air bourdonne encore de son écho. Arlon gardait les yeux sur la route, les mains fermement posées sur le volant. Jaime était assis sur le siège passager, ses jambes se balançant juste au-dessus du plancher, son regard fixé quelque part au-delà de la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient en longues traînées floues, mais aucune d'elles ne commentait la nuit. Ni le restaurant, ni la danse, ni la façon dont tout le monde s'était arrêté pour regarder, et surtout pas la façon dont Jaime avait bougé tout seul. Au moment où ils arrivèrent dans l'allée, la maison était déjà plongée dans une douce obscurité. Les lumières du porche projetaient de longues ombres sur l'allée en pierre, et la faible lueur ambrée du salon s'échappait à travers les stores des fenêtres. Arlon éteignit le moteur, mais ne bougea pas pour déboucler sa ceinture de sécurité. Jaime non plus. C'est le garçon qui rompit le silence. « Je ne pense pas que j'ai autant besoin que tu me tiennes la main », dit-il doucement, sans regarder son père. Arlon tourna légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Que veux-tu dire ?» Jaime hésita, ses doigts traçant la couture du siège de la voiture. « Je veux dire, je peux encore tomber, je le sais, mais je crois que je peux aussi diriger, si quelqu'un me le permet. » Ces mots n'étaient pas provocateurs, ils n'étaient même pas audacieux, ils étaient calmes, prudents, comme une offrande fragile déposée aux pieds de quelqu'un. Arlon ouvrit la bouche, puis la referma. Il avait entendu bien des choses dans sa vie, des négociations, des disputes, des confessions, mais ce n'était pas une simple déclaration. C'était un changement, une déclaration non pas d'indépendance, mais d'identité. Jaime ne demandait pas la permission, et c'est cela plus que tout qui prit Arlon au dépourvu. « Je t'ai toujours tenu la main parce que je voulais te protéger, » dit-il finalement à voix basse. « Je sais, » répondit Jaime, « mais parfois, quand on serre trop fort, c'est plus difficile de bouger. » La vérité leur parvint lourdement, sans être dur, mais honnête. Arlon regarda droit devant lui. Il se souvenait de chaque chute de Jaime, de chaque éraflure au genou, de chaque faux pas, de chaque fois que son fils le regardait depuis le sol, clignant des yeux de frustration, demandant silencieusement de l'aide. Et Arlon avait toujours réagi de la même manière, en se baissant, en le soulevant, en décidant de la suite. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que Jaime pourrait vouloir essayer sans lui. Jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que Clara, la serveuse, place sa confiance non pas dans la protection de Arlon, mais dans la direction de Jaime, et que Jaime se soit montré à la hauteur. Le garçon détacha enfin sa ceinture de sécurité, un léger clic tirant Arlon de ses pensées. Jaime ouvrit la portière de la voiture, mais ne sortit pas encore. Au lieu de cela,
Il se tourna vers son père une dernière fois. « Je ne dis pas que je n'ai pas besoin de toi, dit-il. Je ne veux juste pas toujours être celui qui se laisse guider. » Arlon le regarda vraiment. Le visage rond du garçon, sa silhouette amincie, le sérieux dans sa voix. Pendant un instant, il ne vit ni la fragilité, ni le diagnostic, ni la peur. Il vit un garçon essayant de s'approprier une place dans un monde qui lui disait souvent d'attendre. Et il ne répondit pas. Non pas qu'il soit en désaccord, mais parce que les paroles de Jaime n'étaient pas sujettes à débat. Elles ne cherchaient pas d'approbation. C'était simplement la vérité mise à nu. Arlon hocha légèrement la tête. Rien de grandiloquent, juste assez pour que Jaime le remarque. Le garçon sourit faiblement, puis se glissa hors de la voiture et ferma la portière derrière lui. Arlon resta assis seul au volant pendant un long moment, écoutant le silence s'étendre autour de lui. Ce soir-là, son fils avait pris les devants et il essayait toujours de le rattraper. Le lendemain matin, Arlon retourna dans la chambre Bellamy. Ce n'était pas aux heures habituelles. L'endroit était calme, pas de verre qui trinquait, pas de conversation murmurée, pas de mélodie de piano basse qui s'entrelaçait entre les tables, juste la lumière du soleil qui entrait par les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol où, moins d'un jour plus tôt, son fils avait pris la tête. Il n'avait pas pris rendez-vous. Il ignorait même si elle serait là. Mais Clara, elle, était là. Debout près du bar, elle astiquait une rangée de verres propres avec une serviette blanche, d'un geste fluide et méthodique. Elle leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit, son visage d'abord neutre, jusqu'à ce que la reconnaissance adoucisse ses traits. « Monsieur Voss », dit-elle d'une voix mesurée. Pas froide, pas familière, juste égale. Arlon s'approcha lentement. Il portait son costume repassé habituel, les lignes impeccables, les chaussures cirées à la perfection. Mais quelque chose dans sa posture semblait étrange, pas affaibli, mais scrutateur. Il ne fit pas de politesse. Il ne demanda pas comment elle allait. Il alla droit au but. « Tu n'avais pas peur ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur elle. Clara prit le temps de poser son verre. Peur de quoi? Qu'il tombe, qu'on se moque de lui, que ça tourne mal. Elle inclina légèrement la tête. « Tu veux dire, avais-je peur de l'échec ?» Il ne répondit pas. « Non, dit-elle finalement, je n'avais pas peur qu'il tombe. J'avais peur qu'il soit seul, qu'il tende la main et que personne ne le suive. » Clara s'appuya au bar. Les enfants comme Jaime sont toujours accompagnés, corrigés. On veut bien faire, mais on finit par leur faire croire qu'ils ne peuvent pas avancer seuls. Elle marqua une pause. Mais Jaime n'a pas seulement bougé. Il a offert une direction. Il a tendu la main et dit « Viens ». Arlon baissa les yeux. Toute sa vie, il avait anticipé, protégé. Il croyait que c'était son rôle. Mais ce qu'il entendait ce soir-là, c'était autre chose. Pas une critique, une révélation. « Il aurait pu être blessé », murmura-t-il. « C'est vrai », répondit Clara calmement. « Mais il ne l'a pas été. Et même s'il l'avait été, au moins ce serait venu de lui. » Arlon resta silencieux, les mâchoires serrées. « Tu voulais l'arrêter hier soir ?» dit-elle. « Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il inspira profondément. « Parce qu'il ne me regardait pas. »« Il te regardait. » Clara sourit. « Il menait la danse. Et moi, j'ai dit oui. » Un long silence s'installa. Puis Arlon s'assit pour écouter. Pas pour juger. Pour la première fois depuis longtemps. Le centre de danse n'avait rien d'extraordinaire. Une vieille caserne. Mais à l'intérieur, des enfants avançaient, maladroits, courageux. Certains avec des prothèses, d'autres soutenus par des camarades. Tous dansaient. Clara était accroupie près d'un garçon avec un déambulateur. Elle lui apprenait à transférer son poids doucement. Quand il trébucha, elle ne se précipita pas. Elle attendit, il se redressa seul. Arlon observait, mal à l'aise dans son costume. Il s'approche. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle. « Je ne suis pas là pour te remercier. Je sais. » Il regarda les empreintes au sol. « Mon fils sait déjà danser. Moi, j'ai besoin qu'on m'apprenne à ne plus le retenir. » Clara hocha la tête. «
Alors, commence par marcher là où il marche, pas là où tu crois qu'il doit aller. » Elle lui tendit la main. Il la saisit. Ensemble, ils s'avancèrent vers la piste. Une musique douce résonnait. Un garçon avec une prothèse guidait sa mère. Un autre enfant tournait sur lui-même en riant. « Tu les vois ?» dit Clara. « Ils ne suivent pas le rythme. Ils se suivent. » Arlon murmura. « J'ai toujours cru devoir le soutenir. »« Être père, » dit Clara, « c'est parfois ne pas les déséquilibrer quand ils trouvent leur propre rythme. » Il ferma les yeux une seconde. Par où commencer? Elle désigna le centre de la pièce. Là, un pas derrière lui, puis un autre, doucement. « Suis-le. »